Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action Vinci. Donc la vidéo sera découpée de la manière suivante. Dans un premier temps, je vous ferai une présentation de l'entreprise, puis j'analyserai ses finances pour voir si Vinci est un bon investissement. Ensuite, je calculerai la valeur intrinsèque et je ferai une petite analyse technique. Et pour finir, je vous donnerai mon avis sur l'action, vous direz si je possède cette action en portefeuille et si oui, à combien je l'ai pris. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez la vidéo pour me motiver à continuer de partager mes analyses. Mais également, dites-moi en commentaire si la partie présentation de l'entreprise est quelque chose que vous aimez bien voir ou pas, car c'est la partie qui me prend le plus de temps, donc si elle ne vous intéresse pas, je peux l'enlever et passer sur une vidéo par semaine. Je vous mettrai également en description les différentes parties de la vidéo, comme ça vous pourrez choisir les parties qui vous intéressent, mais je vous conseille de regarder entièrement la vidéo pour voir l'analyse complète de l'action Vinci. Mais avant ça, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Je précise que je ne suis pas un conseiller financier, mais un simple amateur qui vous partage ses analyses et son parcours d'investisseur en bourse. Donc tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Donc le groupe Vinci qu'on connaît aujourd'hui vient de la fusion en 2000 de la Société Générale d'Entreprise et les Grands Travaux de Marseille et est leader mondial des concessions et de la construction. Donc Vinci intervient en France et à l'international sur 4 secteurs, la concession, l'énergie, la construction et l'immobilier, et a une structure actionnariale composée de 65% d'investisseurs institutionnels étrangers, 12% d'investisseurs institutionnels français, 9% détenus par les salariés, 7% par des actionnaires individuels, 4% détenus par Vinci et 3% par le Qatari Holding. Donc il y a deux choses que j'aime bien dans cette structure, c'est le fait que Vinci détient des parts de son action, ce qui fait qu'automatiquement si le cours de bourse augmente, Vinci devient de plus en plus riche, donc ils ont tout intérêt à que Vinci croît. Et la deuxième chose, c'est les salariés qui détiennent des parts, donc ils ont également tout intérêt à que l'entreprise croît. Donc le premier secteur est la concession avec Vinci Autoroute, Vinci Airport et d'autres concessions. Donc Vinci conçoit, finance, construit et exploite des autoroutes, des aéroports, des infrastructures ferroviaires ou encore des stades comme le Stade de France. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, pour cette activité, on a 79% pour Vinci Autoroute qui fait la majorité du chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons Vinci Airport avec 17% et 4% pour les autres concessions dont fait partie Vinci Stadium. Par exemple, enfin, pour ce qui est de la répartition géographique, on a à peu près 83% du chiffre d'affaires qui est fait en France, 6% au Portugal et 11% dans le reste du monde. Donc pour ce secteur, Vinci fait la majorité de son chiffre d'affaires en France. Donc ensuite, il y a le deuxième secteur qui est celui de l'énergie. Donc Vinci est au service des entreprises et des collectivités publiques pour les aider à déployer, équiper, faire fonctionner et optimiser leur infrastructure d'énergie et de transport, leurs sites industriels, leurs bâtiments et les technologies de l'informatique et de la communication dans plus de 57 pays. Donc pour cela, il y a Vinci Énergie et Cobra IS qui a été acquis en 2021 afin de créer un leader mondial de l'ingénierie, des travaux et services dans le domaine de l'énergie et de développer de nouveaux projets de concession d'énergie renouvelable. Donc Vinci a acquis Cobra IS pour un prix de 4,9 milliards d'euros. Donc son intégration représente un important levier de croissance car ses activités et sa couverture géographique sont complémentaires de celles de Vinci Énergie. L'entreprise disposant d'un fort ancrage dans la péninsule ibérique et en Amérique latine, ce qui n'avait pas Vinci Énergie. Quant à la répartition du chiffre d'affaires de l'activité de l'énergie, nous avons 29% dans l'infrastructure, 25% dans l'industrie, 28% dans les building solutions et 18% dans le ICT qui sont les technologies de l'information et de la communication. Et pour la répartition géographique, nous avons 44% en France, 43% en Europe et 13% dans le reste du monde. Donc le troisième secteur est la construction avec Vinci Construction. Donc il est né du rapprochement en 2021 de Vinci Construction et d'Eurovia. Donc le nouveau pôle Vinci Construction rassemble plus de 1000 entreprises et ils sont leaders mondiaux dans le BTP. Ils réalisent des bâtiments, des ouvrages et des infrastructures pour améliorer le cadre de vie de la population dans plus de 100 pays. Donc la répartition du chiffre d'affaires de l'activité de construction est la suivante: 36% dans les travaux routiers, ferroviaires et de terrassement, 15% dans le génie civil, 4% dans la carrière, 15% dans le réseau de spécialité, 5% dans les services, 6% dans l'industrie et 19% dans le bâtiment. Quant à la répartition géographique, nous avons 49% en France, 25% en Europe et 26% dans le reste du monde. Enfin, le dernier secteur est l'immobilier. Donc Vinci Immobilier conçoit, réalise et gère des programmes résidentiels et d'entreprise. Donc cette partie qui est très petite pour Vinci vient créer de la stabilité et se développe
petit à petit en achetant de nouveaux biens. Et Vinci nous dit dans son dernier rapport annuel que 25 résidences sont en cours de développement et seront mises en service d'ici la fin de l'année 2023. Alors j'ai trouvé ça intéressant de vous le partager, c'est la répartition du chiffre d'affaires entre les secteurs d'activité. Donc on voit que le chiffre d'affaires fait par Vinci est principalement fait par le secteur de la construction, mais le résultat net de Vinci est fait par la concession. Donc Vinci fait principalement son argent, non pas dans la construction, mais bien dans la concession avec les autoroutes, aéroports, etc. Et c'est également dans la concession que les capitaux sont le plus engagés pour Vinci. Passons à l'analyse financière et commençons par le compte de résultat. Donc on a le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation qui sont en croissance, donc c'est très bien, ainsi que le résultat net et les bénéfices par action, même si on a un creux en 2020 dû à la crise sanitaire, mais ils ont quand même réussi à garder un résultat net positif, donc ça va. Pour le taux de croissance des bénéfices des 10 dernières années, il est de 3% annuel, donc l'investisseur Peter Lynch considérerait Vinci comme une entreprise à faible croissance. Donc avec ce genre d'entreprise, on ne cherche pas forcément une croissance forte, mais une croissance stable et un dividende sécurisé. Pour le bilan, on voit que Vinci a une trésorerie de 11 365 millions d'euros, donc ils ont du cash en réserve. Et pour ce qui est de la dette à long terme, elle a augmenté en 2019 comme une majorité des entreprises pour passer la crise sanitaire, mais on voit qu'elle commence à réduire et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Ensuite, je regarde le total des actifs circulants en fonction du total des passifs circulants. Il faut que les actifs circulants soient supérieurs aux passifs circulants, ce qui n'est pas le cas, donc c'est un point négatif. Mais on voit que ce n'est pas la première année qu'elle est dans cette situation et cela n'a pas empêché de continuer sa croissance. Et pour finir, avec le bilan, je vérifie bien que les capitaux propres sont en croissance, ce qui est le cas pour Vinci. Pour le flux de trésorerie, je regarde le free cash flow, donc c'est le cash que l'entreprise gagne réellement à la fin de l'année. Je rappelle qu'avec ce cash, les entreprises peuvent soit le réinvestir pour croître, soit faire des rachats d'actions, soit rembourser ses dettes si elles en ont, ou encore rémunérer ses actionnaires avec un dividende. Dans le cas de Vinci, le free cash flow est positif chaque année, il est en croissance, ce qui permettra à Vinci d'augmenter leurs dividendes et de payer leurs dettes. Avant de finir avec le flux de trésorerie, je voulais vous montrer le nombre d'actions en circulation que peu de gens regardent alors que c'est très important car si le nombre d'actions augmente, l'actionnaire est dilué et du coup l'entreprise doit faire plus de bénéfices pour que votre part de bénéfices ne soit pas touchée. Donc en tant qu'actionnaire, on préfère que l'entreprise fasse des rachats d'actions, c'est-à-dire détruire des actions pour que notre part du gâteau soit plus grande sans forcément acheter des parts de l'entreprise. Donc ici c'est un point négatif pour Vinci. Pour finir l'analyse financière, je regarde quelques ratios sur l'entreprise, donc je commence par le PER. Actuellement il est de 23,24, ce qui est plus élevé que le PER moyen historique, qui est aux alentours de 16. Donc actuellement on peut dire que l'entreprise est survalorisée si on regarde le PER, mais si on regarde le price to cash flow, qui est le cours divisé par le free cash flow par action, on voit qu'on se situe près de la moyenne qui est de 7, donc nous ne sommes pas si survalorisés que ça. Donc toujours regarder plusieurs indicateurs et non pas un seul indicateur. Ensuite, nous avons le PEG ratio qui est un ratio beaucoup utilisé par Peter Lynch. Il dit que si le PEG est inférieur à 1, alors la valeur est sous-évaluée. Et si le PEG est égal à 1, la valeur est au bon prix. Et si le PEG est supérieur à 1, l'entreprise est surévaluée. Donc ici, Vinci a un PEG à 0,55, ce qui est très peu. Donc avec cet indicateur, on peut dire que Vinci est sous-évalué. Donc avec différents indicateurs, on peut avoir différentes réponses et nous en tant qu'investisseurs, on va devoir faire le tri et décider de si oui ou non l'entreprise est survalorisée ou sous-valorisée. Ensuite, on a la marge brute et la marge nette qui permet de voir si l'entreprise a un avantage concurrentiel. Donc selon Warren Buffett, il faut que la marge brute soit au-dessus de 40% et une marge nette au-dessus de 10% pour une entreprise européenne. Donc on voit que Vinci n'a pas d'avantage concurrentiel car leur marge nette est inférieure à 10. Et pour regarder la rentabilité de l'entreprise, je regarde le ROE et ROIC. Donc selon Peter Lynch, l'argent est bien investi quand on a un ROIC d'au moins de 8% et un ROE d'au moins de 13%, ce qui n'est pas le cas pour Vinci en 2020 et en 2021 à cause de la crise sanitaire, mais j'ai aucun doute qu'ils vont repasser au-dessus dès 2022, donc je mets quand même un point positif. Pour finir avec les ratios, j'aime bien regarder la dette sur EBITDA, ce qui va nous permettre de savoir en combien d'années de revenus la dette est remboursée. Pour considérer qu'on a une entreprise qui n'est pas trop endettée, il faut que ce ratio soit en dessous de 5, ce qui est le cas pour Vinci. Et je commence à regarder de plus en plus ce ratio de la dette, car avec la remontée des taux, les entreprises qui vont être le plus touchées sont les entreprises qui ont une grosse dette, car ils vont avoir de plus en plus de mal à la rembourser, ce qui peut être assez dangereux pour les actionnaires.
Pour la valeur intrinsèque, je ne vois pas énormément de croissance interne, mais plus de la croissance externe et continuer de faire des acquisitions pour grandir comme ils le font depuis des années, et c'est une très bonne chose. Mais du coup, il est plus dur de définir la croissance future de l'entreprise, étant donné qu'on n'a pas de visibilité sur les acquisitions futures qu'ils pourront faire. Donc j'ai décidé de prendre pour mon scénario normal une croissance des bénéfices par action légèrement en dessous de celle faite les 5 dernières années. Avant la crise sanitaire, elle était de 5,4%, donc j'ai décidé de mettre 4% pour les 10 prochaines années et un PER de 16 qui est la moyenne historique du PER sur les 10 dernières années. Ensuite, pour un scénario optimiste, j'ai décidé de prendre une croissance de 6% et un PER de 20. Et enfin, pour un scénario pessimiste, j'ai décidé de prendre une croissance de 3% les 10 prochaines années et un PER de 15, ce qui nous fait en moyenne 76,25 la valeur intrinsèque de Vinci à l'heure actuelle, alors qu'elle est à 92,90 sur le marché. Donc actuellement, pour moi, Vinci est survalorisé. Alors pour l'analyse technique de l'action Vinci en mensuel, ce que je remarque, c'est une résistance oblique haussière qui a commencé en 2011 et un support à 80 euros qui je pense va marcher dans les prochains mois, et une résistance au niveau des 100 euros. Donc comme on peut le voir, le support à 79 euros à peu près, il est proche de la valeur intrinsèque que j'ai trouvé précédemment. Donc si la section descend vers ce support, je pense que je commencerai du coup une ligne sur l'action Vinci. Pour conclure, Vinci est sur des marchés croissants et comme l'énergie, elle a des fondamentaux solides, donc je ne me fais pas de soucis pour les 10 prochaines années. Les ratios de rentabilité est bon, même si les 2 dernières années ils étaient en dessous que d'habitude, et actuellement la valorisation de l'action est pour moi un peu élevée. Donc comme je l'ai dit pendant l'analyse technique, je ne possède pas encore cette action, mais je compte investir dedans et si elle arrivait à mon point d'entrée qui est de 76 euros à peu près. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et vous abonner pour voir d'autres analyses d'entreprise.